Alerte à la pollution en Loire-Atlantique, le département connaît une concentration de particules fines qui ont conduit à la mise en place de plusieurs mesures. Benoît Balti. Pas encore de circulation alternée comme à Paris ou à Lyon, mais plusieurs mesures pour lutter contre le pic de pollution ont été prises en Loire-Atlantique. La vitesse maximale autorisée sur les voies rapides est abaissée de 20 km/h et dans l'agglomération nantaise comme dans l'agglomération nazérienne, la validité d'un ticket de transport collectif est étendue à la journée. Mais au-delà de ces mesures spécifiques, chacun doit également se préserver. On a dépassé le niveau d'alerte, donc on considère que l'ensemble de la population est concernée par des recommandations sanitaires. Donc, par exemple, éviter les sports intenses et les compétitions, en extérieur ou en intérieur d'ailleurs, puisque si on respire plus fort, plus intensément, plus vite, on va respirer plus de polluants. Car depuis 4 jours, la concentration en particules fines a dépassé les 50 mg par mètre cube d'air. Et c'est cette persistance qui a déclenché le niveau alerte sur toute la région des Pays de la Loire. Cet épisode de pollution n'est pas inédit en Loire-Atlantique. Déjà au printemps 2015, la qualité de l'air s'était également fortement dégradée. Par contre, les sources de polluants n'étaient pas forcément les mêmes. Donc c'était plutôt un épisode qu'on appelle de printemps, lié notamment aux pratiques agricoles. Là, nous sommes sur un épisode qui est lié à la combustion. On a des chauffages, donc chauffage au bois, mais aussi chauffage au fioul, auxquels s'ajoutent les émissions des autres secteurs d'activité, dont les véhicules routiers. Le niveau alerte pollution devrait se maintenir ce mardi et ce mercredi sur toute la région. On espère une nette amélioration de la qualité de l'air ce week-end avec le retour de la pluie. Un blessé par balle dimanche soir dans le tramway de Nantes. Les faits se sont passés entre 23h30 et minuit sur la ligne 2, rue des Renards, dans le nord de la ville. La victime aurait tenté de se réfugier dans le tramway avant d'être blessée par balle au thorax et à la cuisse. Elle a été prise en charge rapidement par les secours et transportée au CHU. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur des coups de feu, lui, a pris la fuite et est activement recherché par la police judiciaire en charge de l'enquête. Dans un communiqué de presse, la CGT Sémitane a réagi en demandant plus de sécurité sur le réseau. La gendarmerie des Deux-Sèvres a lancé un appel à témoins suite à la disparition d'un jeune homme de 18 ans. Mohamed Camara, originaire de Cerizay, a été vu pour la dernière fois à Nantes dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Il se rendait à la discothèque Le Floride, située sur l'île de Nantes, à proximité du hangar à bananes. Pour toute information pouvant aider à l'enquête, il est conseillé de contacter le commissariat de Nantes au 02 53 46 70 00. Au lendemain du scrutin, quels sont les enseignements et les suites de la primaire de la gauche en Loire-Atlantique? Élément de réponse avec Jean Annex. Avec 40,43% des voix, Benoît Hamon a largement devancé Manuel Valls en Loire-Atlantique. Ses soutiens ligériens savourent cette première victoire. Nous sommes déjà très contents. On n'est pas si surpris que ça parce que ça fait depuis plusieurs semaines qu'on ressent qu'il y a une dynamique pour Benoît Hamon. On pensait faire ce score, peut-être pas aussi haut, mais on y a cru. Et les premiers aliments se font connaître, à commencer par les supporters de l'autre frondeur socialiste, Arnaud Montebourg. Il se rallie à Benoît Hamon comme le conseiller régional Éric Touzeau. C'est sans hésitation, bien évidemment, que je vote et que j'appelle à voter pour Benoît Hamon. Je me réjouis du résultat de ce premier tour de la primaire. En effet, la politique menée et par Manuel Valls et par Emmanuel Macron a été sanctionnée. Autre enseignement de ce premier tour, les résultats sonnent comme un camouflet pour les ténors socialistes de Loire-Atlantique. Largement devancé à Nantes et à Saint-Nazaire, Manuel Valls est pourtant soutenu avec force par les maires des deux métropoles, Johanna Roland et David Samzin. Des soutiens prestigieux, mais vains. Il faut arrêter de penser que les grands élus aient une quelconque influence sur l'orientation des votes. Les électeurs se déterminent complètement librement à l'écart de cela. Il y a une orientation qui a été dominante ces dernières années et qui est aujourd'hui clairement sanctionnée. Et simplement, ils n'ont pas trop senti le vent venir. De son côté, François de Rugy a recueilli 8,82% des voix en Loire-Atlantique, mais seulement 3,88% au niveau national. Pas de quoi le placer dans un rôle d'arbitre pendant cet entre-deux tours. Et puis la principale interrogation reste la mobilisation. Ce dimanche, ils étaient 50 951 électeurs dans le 44, contre 75 202 en 2011, lors de la dernière primaire socialiste. Un désamour flagrant qui pourrait se confirmer le week-end prochain. C'est une véritable petite ville qui sort de terre à Rezé. Visite du nouveau quartier de la Jaguère avec Claire Villalon.
À Rezé, entre les rues de l'Aérodrome et de la Classerie, c'est un véritable quartier qui sort de terre. 17 hectares transformés en habitat collectif ou maisons individuelles et un supermarché agrandi. La première phase de travaux est déjà bien avancée avec 250 personnes installées dans ces nouveaux logements. Il y a besoin de logements sur la métropole, sur Rezé. Et on ne construit pas pour le plaisir de construire, on construit parce qu'on a besoin de logements pour les gens qui viennent travailler sur cette métropole, pour les familles, pour les jeunes qui décohabitent de leur famille. Et puis on a aussi des personnes âgées qui cherchent à avoir des logements dans la ville. Un projet auquel l'Office public départemental Habitat 44 participe. Depuis quelques mois, un immeuble est en construction pour accueillir 60 logements sociaux. Différents types d'appartements, du T2 au T5. Donc on a vraiment l'ensemble de la typologie avec même des maisons T5, des maisons en duplex T5 qui seront implantées dans les derniers niveaux avec différentes terrasses, avec plusieurs terrasses, en tout cas une à chaque niveau. Donc on est vraiment dans une grande configuration et on pourra mettre devant chez soi, quel que soit l'étage auquel on habite, de pouvoir mettre son vélo tout en sécurité, vraiment devant chez soi. Ce nouvel immeuble sera habitable en novembre 2017. Il faudra par contre attendre 2019 ou 2020 pour la fin des travaux de l'ensemble de la ZAC de la Jaguère. La mobilisation de ce dispositif se fait dès lors que les températures ressenties sont au niveau de -10. Nous sommes passés en niveau rouge et donc on a activé 85 places supplémentaires, dont ce gymnase, pour pouvoir héberger les personnes qui formulaient des demandes au niveau du 115. Il faut savoir que le dispositif repose sur 3 niveaux de mobilisation. Un premier niveau de mobilisation qui nous permet donc d'héberger les personnes sur des surcapacités dans les établissements habituels, sur les centres d'hébergement d'urgence, sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous mobilisons également des places en gîte sur les communes de Gétigné et de Clisson et des personnes sur des familles notamment que nous allons héberger sur de l'hôtel. Quand les personnes sont orientées ici sur le gymnase, elles bénéficient de ce que nous on appelle une mise à l'abri. Donc elles sont hébergées ici à la nuitée. On leur propose donc la nuit sur un lit picot. Elles ont la possibilité de se restaurer. Elles ont à leur disposition les sanitaires et le nécessaire pour leur hygiène. On a une mobilisation plus importante d'écoutants sociaux sur le 115. Également donc sur les équipages du SAMU social gérés par le SIAO, ce qui nous permet d'avoir en termes d'aller vers et d'accompagnement à la rue plus de disponibilité. 2 équipes maraudent chaque soir. L'objectif de ces maraudes, c'est vraiment d'aller à la rencontre du public présent sur l'espace public et à chaque fois nous faisons une proposition, une offre d'hébergement. C'est la 4e fois qu'on mobilise des dispositifs spécifiques au niveau du temps froid pour cet hiver 2016-2017. Alors le reste de l'année, on fonctionne avec presque 700 places d'hébergement, un peu plus de 200 places sur des centres d'hébergement d'urgence qui fonctionnent tout au long de l'année. Et nous avons 500 places d'hébergement, 4 à 500 places d'hébergement à notre disposition sur le dispositif hôtelier et les résidences hôtelières.